Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Parmi les premiers Marseillais, Pythéas est à la fois le plus important en termes de découvertes, d'avancées scientifiques et à la fois le moins connu car très peu étudié. Il est vrai que ce que nous savons de lui n'est pas grâce à un témoignage direct. Il a bien raconté dans 2 livres ses périples, mais ses œuvres ne sont pas parvenues jusqu'à nous, juste ce que d'autres auteurs plus tard en ont retenu. Mais écoutez son histoire, il y a de quoi faire un beau scénario de film. Pythéas, astronome, géographe, s'embarque à la force de l'âge un beau jour pour un périple qui lui fera découvrir, alors que Massalia n'avait pas encore 300 ans, les côtes de Bretagne, la Britannie et l'Irlande, une île dans le Grand Nord qu'il nommera Thulé, l'Islande, la mer Baltique, la création de la banquise, le soleil de minuit, bref tout un monde ignoré jusque-là. Avant d'embarquer, un rappel d'où l'on part. À cette époque, le monde c'est la Méditerranée et un peu ce qu'il y a autour. Au sud, la Libye, une portion encore peu explorée de l'Afrique, dont on connaît que le peu raconté par Eutimène, prédécesseur de Pythéas dans les explorateurs marseillais, mais lui vers le sud. Vers l'est, les Indiens, le peu que l'on sait, on le doit à Alexandre le Grand. Au nord, la Scythie, la Russie. Très au sud, il fait trop chaud pour y vivre, très au nord, il fait trop froid pour y vivre. Franchir les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, c'est partir à l'aventure. Par contre, Pythéas vit quand même à une époque où l'on pense que la Terre n'est pas plate sous forme d'un disque, mais bien ronde. Aristote, par exemple, en observant une éclipse, voit que l'ombre de la Terre sur la Lune est un croissant, ce qui ne peut se conclure que par le fait que la Terre est ronde. Ce qui est bien dans la vision que l'on a à l'époque, Pythagore voyant un univers dans lequel les nombres sont à la base de tout et les formes parfaites sont les cercles et les sphères. Le soleil, la lune et les planètes sont des sphères. Juste on pensait la Terre au milieu de tout ça, les autres astres décrivant des cercles autour du feu central caché depuis la Terre. La Méditerranée était le centre du monde connu et ce monde était partagé par quelques civilisations. Le monde grec dont est issu Massalia, environ 300 ans avant Pythéas, qui contrôle le commerce dans la partie nord-ouest de la Méditerranée. Le monde carthaginois qui contrôle le sud-ouest de la Méditerranée et notamment les colonnes d'Hercule dont nous allons reparler. On trouve ensuite les Étrusques en Italie ainsi que les Romains. Massalia ne contrôle qu'une étroite bande côtière qui lui permet tout de même de créer de nombreux comptoirs, en fondant notamment les villes d'Olbia, hier, d'Antipolis, Antibes, Nicaïa, Nice, vers l'est, Agde, Emporion, Ménaké vers l'ouest. J'explique cela de long en large dans ma vidéo sur les compteurs massaliotes sur la chaîne juste mise au point. L'intérieur des terres sont occupés par les barbares selon la terminologie grecque, notamment les Celtes. Les Grecs ont emporté le vin, les barbares avaient accès à 2 ressources dont manquaient les massaliotes, l'étain et l'ambre. L'étain vient de quelque part dans le Grand Nord et traverse la Gaule via la Bretagne, la Garonne, la Loire et l'Aude, ainsi que par la Seine et le Rhône. Tout ce que l'on sait, c'est que cela vient des îles appelées Cassitérides, situées au nord des terres connues. L'ambre vient de la Baltique par la vallée du Rhin, puis par le Rhône, mais on ne connaît rien de ces terres nordiques. Et la période est très troublée par les attaques barbares, coupant souvent les routes de l'étain et de l'ambre. Or, Massalia a besoin de l'ambre pour faire les bijoux et de l'étain à la base du bronze pour les armes notamment, de quoi menacer la prospérité de l'économie massaliote. À l'époque de Pythéas, la ville compte environ 6000 habitants. D'un point de vue politique, la ville est dirigée ainsi. Les massaliotes élisent 600 personnes, les Kimousques, qui eux élisent 15 personnes pour gouverner, ainsi qu'un triumvirat. Comment s'est passée la décision du voyage? Personne ne sait vraiment, mais il est probable que ceux ou ces voyages ont une origine commerciale. Vu l'instabilité des voies terrestres pour l'ambre et l'étain, il est fort acceptable de penser que les Timouks ont demandé d'envoyer Pythéas pour savoir si une route maritime était possible. On entend parfois parler de Pythéas, le navigateur, mais il est plus juste de laisser notre pas assez célèbre ancêtre dans ses domaines de compétences, l'astronomie. Car si la raison du voyage était commerciale dans son financement, Pythéas était sans doute plus mu par la volonté de découvrir de nouvelles terres, de nouveaux peuples et de confirmer certaines de ses théories où tout était encore à étudier. Comme on l'a dit, on ne sait pas grand-chose de lui. Apparemment, il est pauvre. Il s'occupe de la charge d'astronome de Massalia. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les astronomes ne possédaient que peu d'instruments. Essentiellement, on faisait des observations avec un gnomon. C'est un pilier, un bâton posé à la verticale qui permettait de rapporter les ombres du soleil au cours de la journée. Pythéas donne donc l'heure aux Massaliotes. On lui doit le fait que Marseille est la première ville dont on connaît précisément les coordonnées. À l'équinoxe, Pythéas mesure une ombre de 111 pour une hauteur de gnomon de 120.
À l'époque, on n'avait pas encore inventé la trigonométrie. Il a exprimé cette mesure en fractions de circonférence. De nos jours, on aurait fait tout simplement arc tangente de 111 divisé par 120, soit 43 degrés, ce qui est bien la latitude de Massalia. Mais Pythéas calcule aussi l'obliquité de l'écliptique. C'est de combien est incliné l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique, le parcours des planètes autour du Soleil. Il trouve 11 sur 166 de circonférence, soit 23 degrés et 53 minutes. Comme on l'a dit, ces travaux ne nous étant pas parvenus, c'est par d'autres auteurs qui lui rendent justice que nous sommes au courant, comme Érastostène et Hipparque. Bon, voilà Pythéas, certain que la Terre est ronde. Il se dit qu'en partant de Massalia, en allant toujours vers l'ouest, il devrait rejoindre la limite ouest du monde, le fleuve Indus, en naviguant sur l'océan qui entoure le monde, que cela lui permettait d'estimer la circonférence de notre Terre. Nous allons nous appuyer sur les textes qui sont parvenus jusqu'à nous, mais même comme ça, il faudra faire des hypothèses. Le plus grand débat sur le périple de Pythéas n'est pas de savoir ce qui est rapporté fantaisiste, comme le pensait Strabon, traitant même Pythéas du pire menteur. Nous savons depuis longtemps que ce voyage intrépide pour l'époque n'a rien de mystérieux de nos jours, mais plutôt de savoir s'il a bien franchi en bateau les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, alors sous la domination sans partage des Carthaginois. Ainsi Strabon cite Polybe. Mais Polybe réplique qu'il y a en cela même quelque chose d'incroyable, qu'un simple particulier et pauvre ait pu trouver le moyen de naviguer et de cheminer sur de si vastes espaces. Voilà ce que raconte Pythéas, et qu'ensuite, étant revenu de Thulé, il aurait continué son exploration de toutes les côtes océaniques de l'Europe, de Gadir, les colonnes d'Hercule, jusqu'à Tanaïs. En tout cas, Polybe rend possible une hypothèse intéressante. Pythéas n'aurait pas fait un, mais deux voyages. Un premier essentiellement par les terres, en passant par Toulouse et Bordeaux, se servant de bateaux et d'équipages trouvés sur place pour les parties navales jusqu'à Thulé. Un second, cette fois-ci assuré de pouvoir passer par les côtes, en franchissant bien les colonnes d'Hercule, pour chercher l'origine de l'ambre et des sources du Tanaïs, l'actuel fleuve Don en Russie, et par là le passage espéré du nord vers l'ouest du monde connu. D'ailleurs, même si malheureusement nous n'avons plus aucune trace, on sait que ces deux livres que Pythéas a écrits, Description de la Terre et de l'océan, deux livres pour deux périples. Cela n'a pas plus d'importance que ça, on peut confondre les deux. Ce qui est important, ce sont les informations ainsi glanées. Le nord de l'Europe naît avec Pythéas. Bon, on le fait ce voyage. Pythéas n'a pas de raison de faire différemment de ses prédécesseurs pour le début du voyage. La route par la mer est sûre entre Massalia et Emporias, comptoir massaliote à la sortie des Pyrénées. Strabon nous dit d'ailleurs de Marseille aux colonnes d'Hercule, Ératosthène donne 7000 stades, mais en partant des Pyrénées 6000. Ératosthène tenant ces chiffres sans aucun doute de Pythéas. Un stade, c'est 157 mètres. Ensuite, il a sûrement poursuivi sa route en cabotant de comptoir en comptoir. Mais comment a-t-il franchi le détroit surveillé par les Carthaginois? Là encore, nous ne pouvons que faire des conjectures. Passage par le sud, en perdant quelques jours de navigation mais pouvant échapper aux Phéniciens, ou tout simplement bonne entente avec eux. Ératosthène connaît la latitude du détroit. L'a-t-il apprise par Pythéas, qui se serait ainsi arrêté à Gadir, l'actuel Cadix? Nous ne savons peu de choses sans remonter le long de l'océan Atlantique. Mais en bord méditerranéen qui découvre l'océan, il est frappé par la découverte des marées. Il est le premier à faire le rapprochement avec le mouvement de la Lune. Il s'aperçoit que lors des quartiers de lune, les marées sont de faible amplitude. Et lors des nouvelles ou pleines lunes, c'est la période des grandes marées. Également, il constate que l'eau monte et descend 2 fois par jour, avec un décalage qui correspond à celui de la Lune. Pythéas arrive à la pointe de la Bretagne. On s'imaginait alors le bord de l'Europe très arrondi, toujours dans ce principe qu'il n'y a plus rien après. Aussi, cette Kirtoma, la grosse bosse, est une surprise. Il y découvre de nombreux caps, et particulièrement celui des Ostimiens, qui s'appelle Cabalon, ainsi que des îles dont la plus loin, Uxisama, qui est à 3 jours de navigation. C'est la première fois que l'on nomme la péninsule armoricaine. Uxisama, c'est ouessant.
et mesure l'avancée de la Bretagne à 3000 stades, soit 470 km. Durant son périple, Pythéas a pris grand soin d'apporter un gnomon de petite taille, d'une hauteur supposée de 1 mètre. Ainsi, il va mesurer les latitudes des lieux visités. Le gnomon étant de petite taille, il n'a besoin que de peu d'espace plat vers le nord pour mesurer l'ombre à midi. En comparant avec la longueur de l'ombre à Marseille, le même jour de l'année, en portant la taille du gnomon de Massalia, il obtient les latitudes. Pythéas est bien dans une logique plus scientifique que commerciale. Il passe beaucoup de temps à chacune de ses escales pour ses mesures et pour découvrir les peuples rencontrés. Mais il n'oublie pas qu'il est financé par la ville de Massalia. Il apprend que l'étain vient d'une île située à 3 jours de navigation dans le nord. Ce sont les îles Cassitérides qui correspondent à la Cornouaille. Diodore, forcément, s'appuyant sur Pythéas, décrit le commerce de l'été. Les habitants de la Bretagne qui vivent sur un promontoire appelé Belerion sont spécialement amicaux avec les étrangers et ont adopté une vie civilisée à cause de leurs relations avec les marchands et autres peuples. Ce sont eux qui travaillent l'étain, le traitant de manière ingénieuse. Ces blocs rocheux contiennent des parties terreuses desquelles ils extraient le minerai qu'ils font fondre pour le nettoyer des impuretés. Ensuite, ils travaillent l'étain en forme de lingot et le transportent sur une île appelée Ictis, en face de la Bretagne. À marée basse, l'espace entre cette île la terre est sec et ils peuvent prendre l'étain de grande quantité avec leurs chariots. Et quelque chose de particulier se passe pour les îles du voisinage qui sont entre l'Europe et la Bretagne à marée haute. Le passage entre elles et la terre principale devient plein, et elles ont l'apparence d'îles. Mais à marée basse, la mer recule et laisse sec un large espace et ressemble à une péninsule. Sur l'île d'Ictis, les marchands achètent l'étain aux autochtones et le transportent d'ici à travers le détroit de Galatée. Le canal est, enfin faisant leur chemin à pied à travers la Gaule, pendant 30 jours, ils transportent leurs marchandises à dos de cheval vers les Bouches du Rhône. On imagine que le site d'Ictis est le mont Saint-Michel anglais. Il est temps pour Pythéas de découvrir la Britannie. Diodore, toujours grâce à Pythéas, nous informe. La Britannie a une forme triangulaire, plus grande que la Sicile. L'île s'étend en oblique le long de la côte de l'Europe et le plus près du continent est le cap que les hommes appellent Cantillon, est à environ 100 stades du continent, à l'endroit où la mer a son débouché. Tandis que le deuxième cap connu, comme Belerion, est à 4 jours de voyage du continent, et le dernier, les écrivains nous le disent, loin dans l'océan, et il s'appelle Orcas. Des côtes de la Britannie, le plus court, celui contre l'Europe, est de 7500 stades. Le second, du détroit à la pointe, est de 15 000 stades. Et le dernier est 20 000 stades. Si les dimensions ne sont pas exactes, la description de la Britannie est assez fidèle. Parvenu à l'île Lewis, Pythéas fait une nouvelle mesure de la latitude que nous rapporte Hipparque, 58 degrés et 14 minutes. Il apprend alors l'existence d'une terre encore plus lointaine, au nord par les marins du coin. Mais c'est l'hiver, trop rude pour s'y aventurer. Pythéas attendra les beaux jours, l'occasion de faire le tour de la Britannie. Pythéas nous apprend beaucoup sur les mœurs des Britons que Diodore nous relate. La Bretagne, on le dit, est habitée par des tribus indigènes qui ont préservé leur art de vivre des anciennes coutumes. Par exemple, ils utilisent des chariots pour la guerre. Leurs maisons sont simples et faites le plus souvent de roseaux et de bois. De leurs grains, ils coupent seulement les têtes et les rangent dans des abris couverts. Leur comportement est simple et très différent de l'agressivité et méchanceté qui caractérisent les gens d'aujourd'hui. Leur façon de vivre est simple, très différente de la vie molle qui vient du luxe. L'île est fortement peuplée et l'air est froid, comme il est normal d'un pays qui est situé sous l'ours. Ils ont de nombreux rois et chefs qui généralement vivent en paix les uns avec les autres. Les beaux jours reviennent, Pythéas peut s'aventurer encore plus au nord. Il fait escale aux îles Shetland, ce qui nous permet par Hipparque d'avoir la latitude de 61 degrés. Pythéas décrit également l'Irlande de superficie presque égale mais de forme oblongue, proche de la Britannie au couchant, selon César qui s'appuie forcément sur Pythéas. Strabon nous décrit ses habitants comme anthropophages, omnivores, jugeant beau de manger leur père décédé. Rien que ça. Le nom est Hierni, ce qui signifie le peuple de la terre fertile. Il est temps de parler de l'île mythique de Thulé. Pour certains, il s'agit de la Norvège et des îles Lofoten. Pour la plupart, il ne peut s'agir que de l'Islande. Un texte de Géminos, dans son traité d'astronomie, nous apprend. Il apparaîtrait que Pythéas le Massaliote était en fait allé dans ces régions. Il dit à propos des observations qu'il a notées dans l'océan, les barbares nous ont désigné en plusieurs occasions l'endroit où le soleil disparaît. À cet endroit, la nuit est extrêmement courte. 2 heures pour les uns ou 3 pour d'autres, et juste après le soleil se lève à nouveau. Il a donc au moins atteint le sud de l'Islande où le soleil se couche encore un peu en été. Pythéas repousse en tout cas les frontières du monde connu,
car si les îles Cassiterie ne faisaient aucun doute avec le commerce de l'étain, jamais personne n'avait pensé que des hommes pouvaient vivre aussi loin au nord. Mais il est probable qu'il a même atteint le nord de l'Islande, de Thulé, car il apprend toujours grâce aux hommes rencontrés qu'à un jour de voyage vers le nord, la mer prend un aspect curieux, trop tentant pour l'explorateur Pythéas, il va s'y rendre. Pline nous apprend. À un jour de voyage de Thulé vers la mer congelée, que certains appellent Cronienne. Polybe nous dit, de ces endroits où ni la terre n'avait d'existence, ni la mer, ni l'air, mais une sorte de mélange de ces choses, comme un poumon marin dans lequel la terre et la mer et toutes les choses sont ensemble en suspension, et comme si c'était un lien entre tous, ces choses existant dans une forme dans laquelle on ne peut ni marcher ni naviguer. Et Strabon précise, la chose comme un poumon marin, il dit l'avoir vue, mais les autres choses, il n'en parle pas oui dire. Ce que décrit Pythéas, c'est la formation des premières glaces, et on note la mauvaise foi de Strabon, qui dénigre une fois de plus Pythéas. Ensuite, la route de l'ambre. Pour certains au cours du même voyage, pour d'autres au cours d'un second périple, peu importe, il est clair en tout cas que Pythéas est rendu loin dans la mer Baltique. Pline nous dit, il y a un estuaire de l'océan, habité par les Gionnes, un peuple germanique nommé Métouonis, de 6000 stades de long. Pomponius Mela nous indique, au-delà de l'Elbe, le Codamus, golfe immense, est rempli de grandes et de petites îles. Rassurez-vous, Strabon n'y croit pas, lui qui a coupé la pointe de la Bretagne sur ses cartes. À cause de notre ignorance de ces régions, ceux qui nous ont conté des histoires sur les monts de Ripet et à propos des Hyperboréens sont jugés dignes de sérieuses discussions, et aussi tous les mensonges de Pythéas le Massaliote sur les pays en bordure de l'océan. L'estuaire de 6000 stades de large, 900 km, de Pythéas, c'est la mer Baltique. N'oublions pas qu'il est à la fois à la recherche des origines de l'ambre et des sources du Tanaïs, le fleuve d'eau. Pythéas fait entrer dans l'histoire les îles scandinaves. Pline écrit ainsi. Il y a des écrivains, Pythéas bien sûr, qui signalent encore d'autres îles, les Scandinaves, Douma, les Bergs, et la plus grande de toutes, la Norvège, d'où on peut aller par mer à Thulé. Et encore. Le Codamus, rempli d'îles dont la plus célèbre est la Scandinavie, dont les dimensions sont si grandes qu'elles n'ont pu être déterminées, et la Finlande passe pour ne pas lui être inférieure. Pythéas n'a aucun mal à trouver où l'on produit l'ambre, mais ne parvient pas à trouver un chemin pour contourner les terres du nord par l'ouest. Il est temps de rentrer sur Massalia. À son ou ses retours, on l'a dit, il écrit Description de la terre et de l'océan. Ces deux livres ont malheureusement disparu. On imagine peut-être perdu lors de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Comme son périple avait un double mobile, les réactions seront partagées. Massalia apprend avec soulagement comment l'étain et l'ambre sont produits. Cela reste des relations commerciales et les Massaliotes sont de très bons marchands. Toutefois, la voie maritime ne sera pas pérennisée à la suite du voyage de Pythéas. Les voies terrestres redeviennent sûres et le passage par les colonnes d'Hercule pas si aisé, en tout cas pour l'étain. Pour l'ambre, il n'y a que la voie du Rhin. Pas simple, mais le trajet par les mers semble bien aventureux. Les scientifiques utiliseront sans compter ces mesures, car rigoureuses et confirmées par les observations qui suivront. Ils reconnaîtront en lui un astronome, un physicien, un géographe et un navigateur. Les auteurs comme Strabon, devant le côté extraordinaire de son périple, nieront les exploits de Pythéas, ce qui explique en partie que celui qui fut le premier explorateur polaire ne sera que peu reconnu. Dans le prochain épisode, on parlera de l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille en 1847 et comment cela a changé l'aspect de Marseille. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.